projets de ce type-là, en fait, à des échelles différentes. Hein. Ça peut être 111 logements dans un cœur d'îlot à Saint-Martin. Ça peut être une maison démolie et transformée en je ne sais pas combien de logements au Bougain, une vingtaine de logements au Bougain, sans plus d'espaces verts non plus. Donc on a en fait cette même logique à l'œuvre sur tout le territoire de la métropole, puisque de toute façon on a un document d'urbanisme qui est à l'échelle de la métropole et qui a été pensé pour cela. En préparant un petit peu la réunion, je suis tombé sur un document que j'avais depuis quelques années qui date de 2013. Ça peut paraître assez loin, mais 2013, c'est l'époque à laquelle le PLU qui nous régit a été établi. Et rien que la première phrase me paraît tout à fait édifiante. La réduction de l'habitat à un produit financier est le couronnement d'un saccage, voire d'un anéantissement dans les esprits de ce qu'est véritablement l'habité, dans la plénitude de ses dimensions ontologiques et anthropologiques. Voilà. Effectivement, quand l'habitat c'est un produit financier, qu'on fait du logement, on ne fait pas en fait du vivre ensemble. Hein. On ne fait pas quelque chose qui permet aux gens de s'épanouir. L'intro le dit bien aussi. Hein. Intensifier l'occupation des secteurs déjà bâtis, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Et vous le citiez, il y a des densifications qui se font en agrandissement de maisons, en redécoupage de parcelles. Ça a toujours été un mode d'évolution de la ville. Hein. Ça offre un potentiel qui est précieux, puisque demain, on veut effectivement préserver nos espaces agricoles, préserver nos espaces naturels. Donc effectivement, le renouvellement urbain, la ville sur la ville, c'est un bon moyen, effectivement, de respecter ces grands engagements. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce processus sur notre environnement urbain, social, financier, environnemental. On ne peut pas se contenter de poser des nouveaux logements là où un vide le permet. Au contraire, le processus doit participer à la construction d'un territoire structuré, générateur de liens sociaux, et avoir pour objectif l'intérêt général des générations actuelles et à venir. En fait, ça, c'est des réflexions qui sont déjà en cours depuis longtemps. Je vous dis, c'est 2013, c'est déjà en fait un constat des réflexions qui étaient menées depuis déjà pas mal d'années sur ces processus de densification. À la fin, il y a des choses qui sont très simples sur ce qu'il conviendrait de faire. Ne pas identifier les quartiers susceptibles de densification au seul critère géométrique et technique. Hein. Il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte, les paysages par exemple, les ambiances sont à prendre en compte. Concerter de façon approfondie la population, et pas seulement les propriétaires, hein, mais identifier l'ensemble des enjeux qu'il y a autour des projets, et notamment réfléchir non pas seulement à l'échelle d'une parcelle, mais réfléchir à l'échelle au moins d'un îlot sur la cohérence du projet qui va arriver. Adopter un point de vue global qui intègre l'intérêt collectif, les réflexions d'échelle, à la bonne échelle, effectivement, l'intercommunalité, la commune, le quartier, l'îlot, hein, et pas en omettre. Mettre en place une écoute permanente des projets individuels pour permettre l'échange et la transformation progressive des quartiers et encourager en fait la création de dynamiques de réflexion entre habitants et à l'échelle des quartiers. Ça, c'est des choses qui datent de 2013. C'est effectivement des réflexions qui étaient en cours et c'est des réflexions qui auraient pu être prises en compte dans l'élaboration du document d'urbanisme PLUI de la métropole, puisque c'est à cette époque-là qu'il a été élaboré. Pas le choix qui a été fait, le choix qui a été fait, et on le voit, et on nous le répète tout le temps, c'est un choix quantitatif. Il faut produire du logement, 1300 logements par an, il faut produire du logement. En fait, cet objectif, il est rarement atteint, il l'est parfois, mais c'est pas en fait ouvrir du foncier qui va générer en fait une attractivité sur un territoire. L'attractivité du territoire, elle passe par une autre réflexion. Et c'est une fois que le territoire est attractif, effectivement, qu'il répond aux besoins de ses habitants, qu'on a cette dynamique de construction. Il ne faut pas inverser les facteurs. Le courrier avance pas plus vite. Autre élément, parce qu'après, je me suis dit, effectivement, on a un PLU qui est à l'échelle de la métropole. Allons voir un peu plus loin, parce que je connaissais un autre PLU qui était aussi très productif. C'est le PLUI de Bordeaux. Bordeaux, métropole, autre ambition, hein, c'est 1 million d'habitants à l'époque. L'objectif, 50 000 logements en plus. Et à Bordeaux, il y a une opération qui m'intéressait beaucoup.
c'est le quartier de Codéran. Codéran, c'est une ancienne commune qui a été rattachée à Bordeaux, qui ressemble beaucoup au Relecq-Kerhuon. C'est déjà en fait une ville, parce que les gens parlent encore de ville. C'est une ville qui est plutôt huppée, hein, plutôt haut de gamme à Bordeaux. Hein? Non, pas Juppé. Huppé. Merci, j'y ai pas tout de suite. J'ai pas réussi. Qui est très diverse, avec de l'habitat collectif, avec de l'habitat de type pavillonnaire, avec de l'habitat diffus, avec aussi des équipements, avec même une gare également. Donc, un jour, la ville de Bordeaux, en 2010, a commencé à s'intéresser à ce secteur-là, parce que c'était un des secteurs de la ville, peut-être le secteur de la ville où il y avait le plus de permis qui se déposaient, justement sur des opérations de densification. Et pour autant, il n'y avait pas d'évolution. Alors eux, ils s'intéressaient à l'évolution des coûts du foncier. Hein. C'était Juppé. Et ils se sont dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont demandé à un paysagiste qui s'appelait Corajou, qui est célèbre notamment pour avoir réaménagé les quais de la Garonne à Bordeaux, avec le miroir d'eau, par exemple, et ils lui ont demandé de réfléchir. Et sa réflexion, ça a pris pour titre apprendre de Codéran. Apprendre de Codéran. C'est-à-dire qu'ils sont partis, en fait, du local, et ensuite, ils sont remontés. Et ils ont fait un travail d'analyse extrêmement fin, un travail de diagnostic extrêmement fin qu'ils ont fait avec les habitants, d'ailleurs, et qui leur ont permis de dégager 4 secteurs sur lesquels, par la suite, ils ont défini des dispositions, des règles relativement précises, allant parfois jusqu'à la parcelle, pour l'évolution des différents tissus urbains. Ce travail-là a été finalisé dans un plan guide, en fait, qui sert par la suite de référence. Donc, on voit comment, en fait, des démarches engagées en 2012, abouties en 2014, vont plus loin que les documents d'urbanisme. On ne peut pas s'en contenter. On est là en train de faire de la ville, et faire de la ville, ça implique de réfléchir à toutes les échelles et à toutes les dimensions. Parce qu'effectivement, il y a le logement, mais il y a aussi le fonctionnement urbain. Quand on travaille sur 17 logements, ça veut dire des voitures, ça veut dire une circulation modifiée. Donc, les projets doivent être aussi le moment de la réflexion plus large à l'échelle d'un quartier, de la réflexion plus large à l'échelle des espaces publics. En fait, on ne peut pas se contenter de poser du logement et tout va bien. Non, en fait, il faut profiter des projets pour, d'une part, qu'ils s'appuient sur une réflexion, qu'ils la mettent en œuvre et que progressivement, il y ait des changements, que ces changements soient un plus pour l'ensemble des habitants, pas seulement ceux qui vont arriver, mais ceux qui sont déjà là. Hein, aujourd'hui, les projets, ils ont trop tendance à soustraire. Alors, on va soustraire de l'espace vert, on va soustraire de l'espace naturel, on va soustraire des capacités de stationnement, on va surcharger les réseaux. Quel est l'apport, en fait, de ce type de projet? Aucun. Toujours sur la réflexion de Bordeaux, et ça nous paraît intéressant aussi, il y a eu un changement, hein, Juppé. Eh oui. Et du coup, la nouvelle équipe a été plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont défini une charte pour un urbanisme maîtrisé et un bâtiment frugal. Je l'ai apporté là. C'est un document qui fait, non pas comme la charte brestoise, 20 pages, mais qui en fait 65, et qui va extrêmement loin dans ce qui est attendu, en fait, des projets demain. C'est-à-dire qu'il y a toute une série, en fait, de demandes, notamment, on peut le dire, sur les coefficients de biodiversité, hein, où il est demandé, en fait, à ce que les projets atteignent un certain coefficient de biodiversité avec différentes techniques. Hein. On parlait en aparté tout à l'heure des couvertures végétalisées. Si vous faites 10 cm, ça ne vaut pas grand-chose. Si vous faites 40 cm, effectivement, ça vous apporte beaucoup plus. Donc, on peut aller très loin dans le niveau d'exigence. C'est ça que je veux dire. Hein, on a le PLU, on voit bien que c'est insuffisant. On a des réflexions à conduire ou qui ont été conduites parfois à l'échelle de quartiers. Et puis, on a aujourd'hui un certain nombre d'élus qui s'engagent pour des réflexions à l'échelle même des bâtiments et pour fixer des prescriptions à l'échelle des bâtiments. Et je pense qu'effectivement, si on veut faire du renouvellement urbain soutenable, durable, il faut peut-être aussi renouveler d'abord nos façons de faire et peut-être même nos façons de penser la ville. Et ça, effectivement, c'est un élément qui nous paraît, au pied du mur, mal pris en compte aujourd'hui. Voilà. Bravo. Merci.